Le ministre est là, s'il vous plaît. Accueillez-le, s'il vous plaît. Merci. On fait en bas, bismillah. Allez, là. S'il vous plaît, bismillah. On est là, Djama. Non, Aya, bismillah. Je suis le directeur général du Fonds d'appui. Ah, M. Touré, Aya, bismillah. Très rapide, vous plaît. Il peut venir. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Alors, monsieur le maire de Montreuil, on dit qu'il est en cours, mais je vois mes sœurs qui sont là, qui peuvent le représenter valablement. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, monsieur le directeur du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, monsieur et madame le représentant du GRDR, je crois qu'il y a aussi le représentant de la Cité des sciences et des métiers, et honorables invités et éminents panélistes que je vois à ma gauche et à ma droite, avec lesquels on aura le plaisir d'animer le débat tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à ce forum débat. Alors, la jeunesse est très contente aujourd'hui d'avoir à ses côtés des aînés qui n'ont jamais fait défaut, qui ont toujours été là, qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont toujours montré la voie. Et quand on a fait appel, qui viennent répondre en nombre comme ça nous réjouit et ça nous donne encore espoir pour dire que tout est possible. Ça nous fait rêver et la jeunesse doit rêver. On a choisi un thème qui est la migration, avec une problématique qui est l'insertion professionnelle, ici et là-bas. La migration, moi-même étant fruit de cette migration, ainsi que d'autres jeunes dans la salle, et il y a encore des jeunes qui tentent de venir à travers la Méditerranée. À un moment donné, c'est un sujet capital qu'il faudra étudier d'une manière sérieuse, si j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'il faut donner la parole à ceux qui sont les premiers concernés, à savoir les jeunes. La migration, comme on le dit souvent, ou on le dit souvent à notre place, et je dis aujourd'hui à tous les jeunes issus des différentes diasporas, de prendre la parole, de venir au débat et de donner leur point de vue.
et surtout qu'on parle d'insertion professionnelle, ces jeunes qui arrivent sur le sol français, souvent sont en quête de repères, parce qu'ils quittent des pays qui sont dans des situations très très difficiles, et ils viennent ici, souvent ils se retrouvent un peu désemparés. Donc on doit les revenir en aide avec des structures existantes pour les aider à mieux s'orienter. Hier, on était, sans rentrer trop dans le détail, à la Cité des Sciences. C'est des questions qui ont été abordées. Je pense que le représentant en parlera un peu plus tard. En tout cas, pour vous remercier d'être là et surtout vous dire que la jeunesse, vous avez une jeunesse qui est engagée et responsable, qui veut prendre part au débat. Et sur des thématiques comme ça, avoir des jeunes en face qui non seulement viendront avec des idées, mais qui vont aussi vous écouter, parce que, comme je le disais, on a des aînés qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, et on ira à leur école, on apprendra à leur école. Juste un mot de bienvenue, en tout cas, nous inviter à la délégation malienne, qui a fourni un effort considérable à notre ministre, qui a tenu coûte que coûte à être là. On le remercie pour cela, et toute sa délégation. Quand on a envoyé l'invitation tout de suite, ils nous ont dit oui, il n'y a pas de problème. Quand la jeunesse malienne nous appelle, la jeunesse malienne de France, on y répond favorablement. Et ils ont même nourri l'intention de venir avec une délégation conséquente. Mais bon, vu la situation, ils sont venus quand même en 4, dont M. Dagamaïssa, qui est le conseiller du Premier ministre. Donc ça montre à quel point l'État malien a tenu à être là à nos côtés pour débattre d'un sujet aussi important. Alors je ne veux pas être très long, c'était peut-être les mots de bienvenue. Plus tard, je prendrai la parole, ainsi que d'autres membres de la salle, pour donner nos idées, poser des questions et avoir des interrogations en espérant à la sortie de cette salle qu'on aura des réponses ou qu'on va formuler sous forme de recommandations auprès de nos partenaires ici français, mais aussi au niveau de l'État malien. Donc voilà, merci à vous et bon forum, bon débat. Fête aujourd'hui les 50 ans du GRDR, en particulier auprès des populations des pays Mali, Mauritanie, Sénégal, etc. Et il était désolé de ne pas pouvoir venir aujourd'hui, mais il se réjouit du partenariat qu'on a avec les jeunes maliens depuis maintenant 7 ans. Et on est particulièrement intéressé par la manifestation d'aujourd'hui. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Monsieur le ministre, avec votre permission, tout d'abord, nous remercions la mairie de Montreux de nous accueillir ici et Madame la représentante du secrétaire général du GRDR, Mesdames et Messieurs. Je m'appelle Hamadou Dagamaïssa. Je suis forgeron de père et de mère griot, gardien de vertu, vice-président du réseau des communicateurs traditionnels du Mali. Ce matin, le ministre a eu une visite de courtoisie des communicateurs traditionnels du Mali vivant à Paris. Ils sont là, levez-vous tous, sans exception. Ils sont venus à l'hôtel, à votre nom, accueillir le ministre, le saluer, lui faire des bénédictions. Et ils ont dit quelque chose de très important. Monsieur le ministre, venez rencontrer nos fils. Ils sont là, ils sont au top du XXIe siècle, mais ils ont besoin d'investir au Mali. Ils ont besoin de s'installer ici. Nous vous soutenons et nous vous accompagnons. Vos pères ont parlé avec nous aujourd'hui pour recevoir le ministre et le saluer à son hôtel. L'homme que vous recevez ici, il est natif du cercle de Yanfolila, dans la région de Sikasso. Une région reconnue pour le travail, le sérieux, la sincérité et réellement le travail bien fait. C'est un grand cadre de ce pays. Il est avocat, son cabinet marche très très bien, il travaille bien, il aime beaucoup le sport, c'est ce qui l'a amené à être le président de la Fédération malienne de basketball. Et avec cette fédération, il a amené beaucoup de coupes au Mali pour amener les jeunes maliens très très hauts dans le domaine du sport. Mais en dehors de ça, il a été ministre des Sports. Et aujourd'hui, il est le ministre de l'Emploi et de la Formation de la République du Mali. Je remercie le CNJ de France. Je m'excuse, je suis venu malade de Bamako. Donc depuis jeudi, je suis couché. Donc j'ai fait l'effort d'être là aujourd'hui.
Donc je remercie le CNJ d'avoir associé mon département à ce forum, qui est en partenariat avec le GRDR. Je voudrais vous dire l'importance que le pays accorde à de telles rencontres. Nous avons au Mali une population très jeune. 50% de la population malienne a moins de 15 ans. Ce qui fait que les défis pour nous aujourd'hui, c'est le défi de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Le défi de la formation qui se pose dans notre société. Très peu de pays en Afrique, à part je crois le Niger, a un tel taux de jeunes dans sa population. Donc l'important pour nous, un pays d'immigration comme le Mali, les Maliens ont toujours été des migrants. Ça n'a pas commencé maintenant, on a toujours été une population qui bouge beaucoup. Donc je voudrais dire ma fierté d'être là parmi vous. Et je vous déclare donc ouvert les travaux du forum sur les causes des migrations forcées pour une meilleure insertion professionnelle ici et là-bas. Mais je voudrais rester pour suivre toutes les séances. Monsieur le maître, il avait demandé que je me retire, je ne vais pas me retirer, je resterai pour tout suivre. Merci. Voilà. Ceux qui n'ont pas de formation, je peux les former. Et la formation, c'est le FAPA qui le fait. C'est l'État qui donne de l'argent chaque année à un fonds qu'on appelle le Fonds d'appui à la formation professionnelle. Donc j'ai un plan de formation que le FAPA peut assurer d'une part. On a d'autres structures aussi comme l'APEJ qui peut aussi donner cette formation. On a d'autres volets qui est l'insertion. L'insertion se fait comment? Vous avez un projet, quel que soit le projet. Si c'est de l'agriculture, on a un service qui s'appelle le FIER, qui s'occupe de financer ceux qui veulent investir dans l'agriculture. Le FIER, par exemple, vous fait un prêt de 500 000 à 5 millions, vous parvenez à rembourser la moitié, on vous fait cadeau de cette moitié-là. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous fait un prêt, par exemple, de 5 millions, vous commencez votre entreprise, vous commencez l'entreprise agricole, on vous donne le terrain, on vous donne les semences, on vous donne tout. Donc vous produisez, vous vendez et vous payez. Vous payez, on vous fait un don, une subvention de 2 500 000. Donc ça c'est le FIER. On a d'autres structures aussi qu'on appelle le PROCEJ. Ça c'est pour ceux qui ont une entreprise qui est déjà constituée et qui a dépassé la phase d'embauchage. Ça c'est, on peut dire, des entreprises qui commencent à grossir. Voilà. Donc on peut les soutenir soit en faisant des subventions aussi, soit en faisant des prêts. Ça dépend de la structure de la société. Al-Bachar, tu peux ajouter autre chose? Ce qui est sûr, on forme les jeunes, ça c'est sur toute l'année. Voilà. Voilà, nous allons... Nous sommes extrêmement attachés à la coopération entre notre ville et le Mali. J'aurai l'occasion dans quelques jours de me rendre à Bamako et à Yélimane pour confirmer nos axes de coopération et en développer de nouveaux. Pardonnez-moi cette tenue bien peu officielle, mais au fond j'étais au marché de Noël avec mes concitoyens et donc je passe comme cela vous dire bonjour, vous dire également que avec Djeneba Keita, adjointe au maire, avec Halima Minouj, adjointe au maire, nous continuerons à agir pour favoriser le développement économique, la rencontre des acteurs économiques et que Montreuil prendra sa part, toute sa place en ces domaines de développement essentiels pour notre coopération. Nous sommes très heureux d'être appelés souvent Bamako-sur-Seine. C'est pour nous un grand honneur et une grande fierté. Dire également que, à mon sens, pour l'avenir de notre monde, nous avons besoin que se développent des états d'esprit comme ceux de Montreuil qui permettent de vivre en termes de partage, de coopération, d'accueil des différences, d'accueil des énergies, parce que c'est comme cela, historiquement, que les sociétés se développent, en s'ouvrant, en accueillant toutes les différences et en considérant les gens pour ce qu'ils ont à apporter et non au nom de tel ou tel préjugé, de telle ou telle origine, de telle ou telle religion supposée. Nous prenons tout le monde
à partir de ses compétences, à partir de ses envies, à partir de ses valeurs. Donc, lorsque je dis bienvenue chez vous, je ne dis, ça n'est pas des bruits de bouche. Merci beaucoup, monsieur le maire. Encore une fois, nous sommes très contents, nous sommes très heureux d'être là cet après-midi dans les locaux de la mairie. Sur ce, nous vous remercions très chaleureusement également l'ensemble du personnel de la mairie de Montreuil. C'est ce que je nous souhaite à tous. Remercier, je ne vais pas être trop long en remerciant les uns les autres, la mairie de Montreuil, on en a l'habitude. Et on s'en réjouit toujours. Je vais en revenir à la migration, et aux migrations, parce qu'il y en a plusieurs. La migration, les migrations, c'est une vieille histoire. Ça a commencé sous des formes différentes, déjà pendant la haute antiquité. Mais c'était à partir d'esclaves qu'on récupérait dans le Sahara lors de traversées bien avant l'Amérique. Donc cet esclavage-là, qui était sélectif, a commencé bien avant la découverte de l'Amérique. Et la mise en place de l'esclavage systémique. Ah, je crois qu'il y a un micro qui a mis ça le mien, donc le mien est parti. Bon, il y a une perte, c'est pas grave, je vais continuer. Donc ça... Ah non, ça c'est pour ma caméra. Ah bon, d'accord. Ça a commencé il y a bien longtemps. Et en appuyant, vous verrez si ça marche ou pas. Non, il n'y a plus rien qui marche, donc il y a une panne générale, manifestement. On va essayer de faire 100. C'est la ville de Montreuil, en fait. Ils ont fait exprès. Geneva, vous avez fait exprès. Ça, c'est la rivalité entre Genève et Montreuil. C'est revenu. Non, il a suffi qu'il attaque Montreuil pour que ça revienne. Comme quoi, de temps en temps, il faut secouer le cocotier. Alors, je continue. La migration est une très vieille affaire. Le monde africain, tout le monde, enfin, beaucoup en ont entendu parler. Mais à ce moment-là, c'était une migration qui était, ce qui est rare et cher, hein, qui était réservée à quelques nantis, en particulier les salons royaux dans différents pays européens. Mais ce n'est pas cette migration qui nous intéresse, elle est bien trop vieille pour nous. Ensuite, il y a eu d'autres migrations. Il y a eu la Première Guerre mondiale, et il y a eu ce qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. Ils sont venus, ils ont occupé un certain nombre de territoires. Beaucoup ont lu dans l'histoire que les Français avaient laissé des tirailleurs sénégalais dans quelques contrées en Allemagne, et ce qui a développé un racisme anti-noir très fort parce que les occupants étaient des Noirs. Ça aussi, c'est l'histoire. C'est une histoire qu'on traîne depuis un certain temps. Alors, cette migration, elle était un tout petit peu plus importante que la première dont j'ai parlé, qui date de la haute antiquité. Et elle a eu un certain nombre de conséquences. Ceux qui sont revenus d'Europe après avoir été tirailleurs, donc, sont arrivés avec un discours qui était un discours peut-être trop optimiste par rapport à ce qu'il y avait en Europe. On a commencé à travailler, vous allez voir que c'est important, y compris pour les jeunes, je pense qu'ils vont confirmer ce que je dis. On a commencé à travailler les esprits en faisant croire que le paradis serait de l'autre côté et qu'il fallait y être. Et ça commençait tout doucement. Et nous continuons, quand nous rentrons en vacances, parce que nous montrons de ce que nous sommes, nous continuons à contribuer à répandre cette vérité, entre guillemets, comme quoi tout se passe très bien ici. La preuve, quand on rentre, nous sommes comme des pachas, comparés à ceux qui sont restés sur place. Nous avons tort. Mais je continue, c'est pas... Je termine avec le rappel historique. Il y a eu cette migration, et après la Deuxième Guerre mondiale, la migration n'était pas essentiellement subsaharienne, elle était maghrébine. Il y a une migration très forte de Maghrébins en Europe, et qui s'est progressivement, je ne dirais pas tarie, mais réduite, et réduite avec les négociations pour les indépendances des pays du Maghreb. C'est alors que l'économie française a eu besoin d'aller chercher ailleurs, mais entre-temps, il y a eu un phénomène, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la communauté. Et la communauté faisait que, beaucoup ne le savent pas, les ressortissants de colonies, à l'époque c'était encore des colonies, les ressortissants des colonies françaises d'Afrique noire pouvaient rentrer en France sans passeport, sans visa. Ils étaient chez eux. Un noir africain rentrait plus facilement en France qu'un portugais à cette époque.
Donc quand ça s'est arrivé du côté maghrébin, on a fait appel, et quelqu'un l'a dit dans le film, dans le très beau film qu'on a vu, même s'il y a quelques choses entendues qui sont plus faciles à dire qu'à faire, enfin bon, peu importe, je continue. Je continue, peu importe. Donc, ce qui s'est passé alors, c'est que les Africains sont arrivés à la demande pour répondre aux besoins de l'économie française, et c'était essentiellement, ils l'ont dit, dans l'industrie automobile, pour le nettoyage, et dans le BTP, essentiellement. D'ailleurs, on va voir que les choses vont s'inverser dans l'industrie automobile. Quand l'industrialisation est arrivée, l'automatisation est arrivée dans les usines automobiles, les gens qui étaient venus pour travailler, qu'on avait appelés pour travailler dans l'industrie automobile, ils étaient décalés parce qu'ils n'avaient pas les connaissances de base nécessaires pour utiliser ces machines-outils. Alors, jusque-là, l'émigration, quand on se situe du côté du Mali, ou l'immigration, quand on se situe ici, l'immigration était une immigration d'aller-retour, pour une raison très simple. Les travailleurs venaient pour travailler en France, ils laissaient leur famille en Afrique. Donc ils y retournaient régulièrement en regroupant les congés, éventuellement pour rester plus longtemps. Mais in fine, quand ils avaient fini de travailler, ou quand ils avaient amassé suffisamment de revenus, entre guillemets, ou de patrimoine, ils retournaient en Afrique. Parce que leur base était là-bas. Parce que leur lien était là-bas. Donc ils venaient pour un temps pour se constituer quelque chose. Ils retournaient en Afrique. Ce qui a changé dans les années 70, ça aussi ça a été évoqué dans le film. Dans les années 70, ça a été l'entrée, il y a eu les crises pétrolières qui expliquent un certain nombre de choses, mais il y a aussi l'évolution technologique. Et les entrées sont devenues de plus en plus difficiles. Mais pour compenser cela, on a créé ce qu'on a appelé le regroupement familial. Le regroupement familial a inversé ce que j'appelais tout à l'heure les allers-retours. Tant que nos bases étaient là-bas, on était destiné à y retourner. Quand on a transféré le socle familial ici, non seulement on était moins motivé pour y aller, mais au bout d'un certain temps, la deuxième, la troisième génération, n'est-ce pas les jeunes, au bout d'un certain temps, la balance s'est penchée vers l'Europe. Donc on ne peut plus retourner. Ils ne peuvent plus retourner, les anciens. Leur socle familial est ici. À la limite, ils sont plus ici que là-bas. Alors, après ce petit aperçu, pourquoi migre-t-on? Ça aussi, ça a été dit, mais de manière incomplète. On migre, je l'ai dit, parce que nous donnons, nous tous, nous donnons une image idyllique de la vie ici. Ce n'est pas vrai. Nous savons très bien que ce que nous montrons quand on rentre en Afrique, c'est parce que nous vivons ici. Nous trichons et nous induisons en erreur. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi les gens migrent? Ils migrent parce qu'il n'y a pas de boulot au Mali. Il ne peut pas y avoir de boulot s'il n'y a pas d'investissement. C'est pour ça, monsieur le ministre, je vous reprends, ça ne sert pas à grand chose de former des gens si on n'est pas capable, par les investissements, de créer des emplois. Il y a l'offre et la demande. Par contre, s'il y a des investissements pour créer des emplois et que la formation n'a pas accompagné, là on a un autre problème, on est obligé d'importer des travailleurs, ce qui s'est fait dans un certain nombre de domaines. Il y a pas mal de Togolais qui travaillaient dans la conduite des chantiers parce que nous n'avions pas ce qu'il fallait. En fait, il faut mener deux choses en même temps. À la fois des investissements pour améliorer l'offre d'emploi et la formation pour pouvoir répondre à l'appel d'air que ça va créer. Il faut ces deux choses et il ne faut pas se louper. Je ne m'inquiète pas, je préfère de loin. S'il y a des questions après, je peux les développer, mais enfin, je ne vais pas insister à ce stade-là. Je préfère de loin que les investissements précèdent la formation. Pour avoir formé beaucoup de gens, je peux en témoigner. Quand les investissements sont là, quand les emplois sont là, on peut accélérer par un certain nombre de systèmes d'apprentissage en faisant de la formation sur le tas, la formation empirique, pour répondre aux premiers besoins. Donc la formation peut rattraper l'investissement. L'inverse n'est pas vrai. L'inverse crée des chômeurs et des frustrés. Et ce sont ceux-là qu'on trouve sur les routes pour venir en Europe. Donc, première raison, l'offre d'emploi. On peut évoquer une deuxième raison. Je vais peut-être y revenir un peu plus tard. On a l'impression, on compare les revenus qu'on peut tirer du travail en Europe, en France en particulier, pour ce qui nous concerne, les revenus qu'on peut tirer du travail ici, on compare aux revenus qu'on peut tirer du travail au Mali. Je dis n'importe quoi, on tirera le SMIC est à
1400, net c'est un peu moins. Au Mali, quand vous avez un job à 50 000 ou à 100 000, on considère qu'on est à peu près bien payé. On fait cette comparaison, on dit qu'il y a un tel décalage que l'appel d'air est forcément vers l'Europe. Ce qu'on ne dit pas, en économie simple, en économie, il faut regarder les fondamentaux et pas seulement ce qui est macroéconomique. Il faut regarder aussi la microéconomie. En économie, ce n'est pas tant le salaire ou le revenu qui compte que le pouvoir d'achat. Si j'ai 2000 ici et que mon loyer me coûte 1500 et que mes frais obligés, contraints me coûtent 300 €, il ne me reste plus que 200 pour vivre. Si au lieu de ça, j'ai l'équivalent de 500 € là-bas et que déduit les frais qui correspondent au loyer ou à l'hébergement, au logement, déduit un certain nombre de frais obligatoires, il me reste un tiers. Où est-ce que je gagne, où est-ce que je perds? Ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire, pourquoi? Parce que j'ai parlé d'image qu'on donne quand on rentre, mais il y a autre chose. Moi, je suis de la région de Caille, même si ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Non, ça fait pas longtemps que je ne suis pas allé à la région de Caille, je suis allé pour une formation, mais je suis resté à Caille, je ne suis pas allé dans mon village. Plus exactement. Plus exactement. Plus exactement. Donc, je suis de la région de Caille, et quand tu regardes dans les familles, beaucoup de familles ont été tenues à bout de bras par les migrants. Donc, on ne part pas sur les routes de l'émigration uniquement pour soi. On part aussi pour relever le niveau de sa famille. On part aussi pour être la fierté de sa maman. Dieu sait que c'est important pour les garçons. On part pour toutes ces choses-là. Et toutes ces choses, c'est ce qu'on a laissé paraître. Et tout ça parce que nous n'avons pas les emplois qu'il faut, nous n'avons pas la capacité à faire face à nos besoins, aux besoins des nôtres, en restant sur place. Contextualisons. L'émigration d'Afrique, il y a 1,2, 1,3 milliard d'habitants en Afrique. Émigrent environ 32 millions d'Africains. Ce qui correspond à 13,4% de la population africaine, ce qui n'est pas énorme. Et quand on regarde cette émigration, il y a 51% vers des pays d'Afrique. Mais je parle de l'ensemble de l'Afrique pour l'instant. Ensuite, je vais redescendre si possible. Il y a 28% vers l'Europe. Donc 51% vers l'Afrique, 28% vers l'Europe, 13% vers l'Asie et 3,7% vers l'Amérique du Nord, essentiellement les USA et le Canada, évidemment. Si on regarde les 51% qui vont vers l'Afrique, il y a, alors, donc en gros, j'ai dit, il y a 32 millions, hein. Il y a 3,1 millions qui vont en République sud-africaine, donc ce n'est pas essentiellement les Maliens, ce sont d'autres pays anglophones et d'Afrique centrale. En Côte d'Ivoire, qui est en deuxième position, il y a 2,2 millions. Au Nigeria, il y a 1,2 million, vous voyez déjà le décalage? Au Kenya et en Éthiopie, il y a pour chacun de ces pays 1 million environ. Donc il y a deux pays qui ressortent, il y a l'Afrique qui ressort à 50%, il y a deux pays qui ressortent en Afrique, c'est la République sud-africaine et la Côte d'Ivoire. Cherchez l'erreur, on comprend tout de suite. Ce sont des pays dont l'économie va mieux que chez nous, ou des pays qui ont des populations très très importantes. En Afrique de l'Ouest, la migration ex-pays d'Afrique de l'Ouest, il y a 70% qui restent en Afrique, qui vont vers d'autres pays africains. 70%. Pour l'Afrique, la totalité de l'Afrique, je parle de 51%. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est 70%. Sur ces 70%, il y a 61% qui restent en Afrique de l'Ouest. Il y a 8% qui vont vers l'Afrique centrale, essentiellement les pays Gabon, Angola, les Congo. Et il y a 1% pour l'Afrique du Nord. Ça, ce sont les migrants d'Afrique de l'Ouest. Sur les 30% qui restent, qui vont hors d'Afrique,
Il y en a 15% qui viennent en Europe, 6%, mais 15% de 30%, des 30%, 6% en Amérique du Nord et 9% dans le reste du monde. L'émigration malienne, on l'estime, je sais que c'est compliqué, entre 80 000 et 120 000. Alors, quand je dis contextualisation, c'est très important. Ça aussi, ça a été dit dans le film, comme quoi le film, il est riche en informations. Ça correspond à 0,5% de la population du Mali. 0,5% de la population du Mali. Ça correspond à 0,16% de la population en France. On est loin. Comment on appelle ça, le grand remplacement? On est loin du grand remplacement. Alors je vais faire court, parce que mes collègues vont s'impatienter. Donc j'ai dit que la migration était circulaire, maintenant elle est devenue familiale avec une fixation ici. Si on regarde la population malienne migrée, j'ai les détails sur les tranches d'âge, mais je vous fais l'économie de tout ça. Disons que grosso modo, il y a 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Et plus on descend vers les tranches plus jeunes, plus ça s'équilibre. Aujourd'hui, quand on regarde de 0 à 17 ans, on est quasiment à égalité. Mais plus on va vers les anciens, plus l'écart se creuse, et c'est normal. J'ai parlé de la migration circulaire tout à l'heure, elle concernait essentiellement des hommes, il n'y avait pas de regroupement familial, il n'y avait pas les naissances ici. Bon, maintenant il n'y a pas de raison, ça s'équilibre. Alors je vais quand même dire 2 mots, sinon ils m'en voudront, du top 10. Le top 10 était censé... Ok. Le top 10 était censé réguler... Alors non, à l'origine, le top 10 a été créé pour permettre aux nationaux maliens expatriés d'apporter leurs connaissances lors de la mise en place de l'Université du Mali qui manquait qualitativement et quantitativement d'enseignants. Donc, ils ont fait appel à un certain nombre de Maliens de l'extérieur pour ça. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient étendre. Ils l'ont étendu à la santé, à l'agriculture, aux PME, PMI, et maintenant c'est étendu à tout le monde à condition de pouvoir contribuer pour aider le top 10 à boucler le budget. Mais le top 10 a eu plusieurs financeurs, entre guillemets. Les premiers financeurs c'était le PNUD, ensuite il y a eu l'Union européenne qui s'en est mêlée. Et quand l'Union européenne s'en est mêlée, elle a essayé d'orienter l'action du top 10. Les gens intervenaient en aller-retour. L'Union européenne a souhaité que les gens interviennent en aller-retour, mais si certains pouvaient déménager et rester sur place, ce serait pas mal. Ça a coïncidé avec la mise en place du CIGEM. Le CIGEM, dont la vocation est très nettement de pousser les migrants à rentrer au Mali en leur proposant. Il faut. Quand est-ce que vous continuez? Non, je vais conclure. Voilà, merci. Je vais conclure. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que nous pourrions souhaiter comme migration aujourd'hui? C'est une migration d'échange. En fait, cela suppose que nous, au Mali, nous avons mis en place les contextes pour que les gens puissent vivre sur place, normalement, dignement. Et si ça c'est en place, il serait intéressant que des gens du Mali puissent venir ici, soit pour se recycler, soit pour se former, soit pour acquérir de nouvelles techniques, et retournent au Mali ou ne retournent pas, peu importe, il y aura des deux. Retournent au Mali pour mettre en place ce qu'ils auront appris ici. De la même façon que des gens qui sont installés ici, qu'ils soient maliens ou qu'ils soient français ou qu'ils soient d'autres origines, puissent aller au Mali, s'imprégner d'un certain nombre de choses, ce qui existe déjà, mais pas un très grand nombre, s'imprégner d'un certain nombre de choses, revenir ou ne pas revenir. Parce que le Mali est aussi un pays de migration. Essentiellement des Burkinabés, des Sénégalais, des Guinéens, mais c'est aussi un pays d'immigration. Donc, ce que nous pourrons souhaiter, c'est développer une migration qui, cette fois-ci, serait choisie dans le bon sens du terme. Des gens qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre en fonction de leurs besoins, de leur tranche de vie dans laquelle ils se trouvent, qui pourront donc circuler tout à fait normalement. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura beaucoup moins cette impression d'envahissement. Je vous remercie.
Moi, mon travail, en tant que ministre de l'Emploi, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent s'installer à leur compte. Nous les formons pour qu'ils s'installent à leur compte. Est-ce que vous pensez qu'un plombier chôme en France? Vous pensez qu'un plombier va chômer au Mali? Pourtant, chacun de vous, si vous avez fait des maisons au Mali, vous allez trouver que c'est un plombier camerounais que vous avez pris ou un plombier sénégalais. Ce n'est pas un plombier malien. Un maçon, c'est la même chose. Si vous avez construit au Mali, c'est que vous avez payé un maçon sénégalais. Si vous avez construit au Mali, c'est que vous avez payé un carreleur togolais. C'est pas normal. Moi, mon combat, c'est ça. C'est de faire en sorte que pour tous les métiers de la vie, on puisse avoir des spécialistes dans notre pays. Et il faut qu'on promeuve l'auto-emploi. Le travail du ministre de l'Emploi, c'est ça. Le ministre du Travail, oui, le travail peut faire des investissements pour... Non, moi je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe d'aider les jeunes à créer leur entreprise. Moi je vais vous donner un exemple qui est frappant. Il y a 3 semaines, nous avons financé, l'ANPE a financé une jeune dame, une jeune dame que nous sommes partis visiter. On a financé des prêts pour 2,5 millions. Chaque 2 mois, la dame vend pour 400 000 francs. Elle a créé 2 emplois. C'est ça le concret. 2,5 millions, elle produit 400 000 francs de richesse chaque 2 mois. Elle-même a créé 2 emplois. Je lui ai posé la question, si on peut faire un deuxième employé, elle me dit je double. On entend de lui faire un deuxième employé. C'est ça les très petites entreprises. N'attendons pas à ce qu'on crée de grosses entreprises pour les jeunes. Ils ne pourront pas le faire. Il faut aller sur les très petites entreprises. C'est comme ça qu'on peut développer notre pays. Vous savez qu'au Mali, on ne parvient pas à produire le nombre d'œufs dont on a besoin par mois. Nous en importons encore. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous avons de la matière tout le temps sur place. Moi, je pense qu'il faut aider les jeunes sur ce volet. Et je sais que les Maliens peuvent aller plus loin. Merci. Deuxièmement, je voudrais dire à l'attention du professeur, monsieur le professeur, il n'y a pas de pays sans chômage. En France, je crois que le taux de chômage c'est 9 ou 10%. Au Mali, c'est le même taux. Au Mali, c'est le même taux. L'Amérique, qui est la première économie mondiale, a des chômeurs. Moi, je n'ai pas pour ambition de mettre le chômage du Mali à 0. Ça, je pense que je vais vite 350 ans. Je n'ai pas envie de faire jusqu'à 350 ans. Mais l'important, c'est que là où on est, à tel moment, on puisse faire quelque chose. On puisse faire bouger la chose. Ce que beaucoup ne savent pas au Mali, notre grand problème a été l'orientation de nos enfants. Vous prenez le système éducatif malien aujourd'hui, 80% de nos bacheliers sont en lettres. Donc, on a tout déséquilibré. On ne peut pas donner du travail à celui qui est professeur de russe, professeur d'anglais, professeur de psychopédagogie, je ne sais pas quoi encore. On n'a pas de boulot pour ça. C'est ça la difficulté que nous avons. Or, nous sommes en train de faire en sorte que les parents puissent comprendre, parce que ce n'est pas tant les enfants que les parents. C'est les parents qui pensent que chaque enfant doit avoir le bac. Si le père a ça en tête, il faut que, dès que mon voisin, le fils du voisin a le bac, il faut que mon fils ait le bac. Donc, on va prendre le chemin le plus court, qui est la série LLT. Donc, l'enfant a le bac. Maintenant, on l'amène à l'université et il n'y a pas de boulot. Il a son diplôme, mais il n'y a pas de boulot. Donc, il faut qu'on parvienne à inverser, qu'on parvienne à faire comprendre aux parents que tout le monde ne peut pas avoir le bac. Et même si tout le monde a le bac, tout le monde ne peut pas faire des études supérieures pour avoir du boulot en ayant un bac lettres. Voilà, merci. Merci. Je joins ma voix à mes prédécesseurs pour remercier effectivement Monsieur le ministre, malgré son état de santé, a tout fait pour être parmi nous ce soir. Je remercie effectivement Monsieur le directeur de FAPCA. Je remercie le conseiller du Premier ministre, M. Dagamaïssa. Et à travers lui, tous les communicateurs traditionnels. Je remercie le Conseil national de la jeunesse du Mali en France, qui effectivement a décidé de poursuivre ce partenariat avec le GRR,
il date et tout ce qui est effectivement de notre possibilité, de nos moyens, on essaie effectivement de renforcer et d'accompagner cette dynamique qui se dessine à travers le nouveau président et son équipe. Mais également, vous allez comprendre que je ne peux pas effectivement rentrer dans le vif du sujet sans quand même remercier Djeneba et Alima, mes collègues élus de Montreuil. Pour rentrer dans le vif du sujet, je pense que l'histoire du GRDR se confond avec l'histoire de la migration. Il y a 50 ans, le GRDR a été créé par des agronomes français et des migrants maliens autour de l'agriculture. Parce que les migrants venaient ici en France et rentraient pendant la saison pluviale, ce qu'on appelait la migration saisonnière. Et quand ils venaient, pendant leur congé et pendant les week-ends, ils partaient au champ, à Villacoublay, pour apprendre les nouvelles techniques de l'agriculture. Et pendant la saison pluvieuse, ils rentraient pour renforcer ces nouvelles technologies en matière de l'agriculture. Donc les formations se faisaient avec les migrants autour de cela. Et par la suite, on est entré effectivement avec les migrants de la Mauritanie et les migrants du Sénégal. Et le professeur l'a situé dans les différentes migrations. C'est à partir de 1980-81 que le regroupement familial a été renforcé, accéléré avec l'arrivée de Mitterrand, qui a décidé effectivement d'ouvrir ses droits aux migrants. Donc la migration saisonnière, on est arrivé à la migration d'installation et avec des nouvelles problématiques. Et le GRDR, comme je viens de dire, travaille sur les besoins du terrain en lien avec ses partenaires. Quand ils viennent, la question de la langue s'est posée, la question de l'accès au droit, l'accès à la santé, l'accès à l'école, et tout ça de suite. Et le GRDR s'est déployé dans les foyers pour accompagner effectivement cette migration d'installation avec les nouvelles familles. Et vous allez voir au fil du temps, aujourd'hui, cette première génération arrive en retraite ou en pré-retraite. Et c'est de là où effectivement la question du co-développement se pose avec l'acuité. Si la première génération partait ou se sacrifiait tout leur salaire pour construire un puits d'eau quelque part, pour construire un centre de santé, la deuxième génération, la troisième génération regarde autrement la question du co-développement et la question du développement du territoire d'origine de leurs parents. Ils sont nés ici, ils sont français. Du coup, ça nous a ouvert, nous, deux droits. La question de l'accès du droit pour accompagner encore ces personnes âgées, cette première génération, à pouvoir accéder à tous leurs droits à la retraite. Accéder aux droits à la retraite, c'est la croix et la bannière ici en France. Et aussi, il y a une autre question. Parce que quand nos personnes âgées entrent au pays et quand ils font 6 mois, vous allez trouver que tous vos droits sont pratiquement coupés. Vous allez reprendre à zéro. Donc il faut les accompagner aussi dans cette dynamique. Et il y a une deuxième phase qui nous concerne ici, c'est effectivement comment répondre aux besoins de la deuxième génération, les jeunes. On ne le faisait pas. Et les jeunes venaient nous voir à travers quoi, comment nous aider à créer une entreprise, soit ici, soit au pays. Et on voit aussi beaucoup de femmes qui arrivent, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes. Donc on a ouvert un programme uniquement pour les femmes. On fait beaucoup de choses avec elles, mais ce n'est pas l'objet ici. Je vais me consacrer sur l'entrepreneuriat. Quand on les a vus arriver, on a discuté avec eux, on regarde beaucoup à travers des appels téléphoniques et autres. On a organisé une rencontre pour comprendre un peu les besoins. Et en fonction des besoins, comment effectivement les accompagner. Et à travers ça, nous avons monté un projet. Bon, il faut savoir que le GRDR est financé exclusivement par l'Union européenne et l'Agence française du développement. Nous avons mis en place un projet qu'on appelle École régionale de projet. L'école régionale de projet a 2 axes. Un premier axe, c'est la formation continue. 6 mois, avec un diplôme à la clé.
sur le projet professionnel de la personne. Mais c'est en groupe. Et un projet à la carte. Parce qu'on le constate, les migrants, en fait, c'est pendant les week-ends et à partir de 18h qu'ils sont très disponibles parce qu'ils travaillent. Mais maintenant, comment répondre à cette catégorie de personnes qui viennent nous voir? On a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la formation à la carte. Ça, c'est à partir de 18h et les week-ends qu'on les accompagne en groupe à travers le projet professionnel. Et arrivé à un certain moment, on constate qu'il y a une limite par rapport à cela. Les gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été alphabétisés, ne peuvent pas concurrencer avec des gens qui ont le diplôme Bac plus 2, Bac plus 3, alors qu'on les regroupait ensemble. Du coup, on a mis en place un autre programme qu'on appelle Calif Jeune Primo Emploi. Et cela se traduit effectivement à travers un accompagnement individualisé. On sait qu'il y a des problématiques par rapport à tel sujet, par rapport au sujet de la famille, par rapport au papier et autres. C'est-à-dire que c'est tout ça qui est un frein. Si c'est effectivement un frein par rapport à sa régularisation, on a un dispositif qui l'accompagne pour qu'il puisse être régularisé afin de répondre à son projet professionnel. Il y a aussi le coaching, la simulation d'entretien, tout ça en lien effectivement avec la cité de métier et les missions locales qui sont en charge ici par l'État, surtout ce qui est effectivement la question de l'emploi. On a mis, cela nous a donné deux choses. Ça aussi, ça a ses limites. Parce qu'on a compris, on trouve 2, 3, 4, 6 personnes qui ont le même projet, mais qui viennent des pays différents, mais ils sont en France. Comment répondre à ça? On a mis en place le club Dynamique africaine. Dynamique africaine, tous ceux qui ont un projet envers l'Afrique, ils se réunissent, ils discutent, ils échangent et ils voient comment effectivement mûrir et mettre leur projet en place. À un certain moment, on a compris que cela aussi a ses limites. Donc du coup, on a mis en place des clubs thématiques. Je prends un club cuisine au pluriel. Et cela vient du constat, vous constatez qu'au sortir de beaucoup de gares, il y a les femmes qui vendent des beignets, qui vendent de maïs dans l'eau, maïs bouillante et autres, et même de la viande. Et quand nous avons été approchés par la ville d'Aubervilliers et par la ville de Saint-Denis, comment endiguer ce problème-là? On a regardé, on les a rassemblés. On sait qu'ils ont une compétence, c'est la compétence cuisine. Comment les accompagner à formaliser ce travail afin qu'elles s'insèrent dans le droit et effectivement qu'ils peuvent vivre de ce travail-là. On a mis ce club qu'on appelle cuisine au pluriel. Et la deuxième chose, on a compris qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir et qui travaillent sur le beurre de qualité. Donc, par réflexion, on a mis en place cosmétique. Cosmétique. Parce qu'il faut une valeur effectivement éthique aussi et autres. Et cela a été accompagné par la ville de Paris. Et aujourd'hui, bon, pratiquement on a laissé... c'est tellement mûri, tellement développé que ça nous a dépassé en fait. Parce qu'ils sont côtoyés par les grandes entreprises autour de cosmétiques et autres. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème. Les matières premières. En fait, on a cogité, on a réfléchi, mais jusqu'à preuve le contraire, cette réponse n'est pas là. Et de plus en plus qu'on avance dans ce genre de projet, on constate que la question des matières premières pour alimenter effectivement leur entreprise ici pose effectivement un souci. Et là, on a regardé au niveau européen, on a beaucoup de partenaires. Il y a des partenaires qui ont regardé, ils disent que, écoutez, comment réfléchir sur cette thématique de façon Union européenne. Et aujourd'hui, on est avec 5 pays qui travaillent sur tout ce qui est l'entrepreneuriat des migrants. Et ce que nous on appelle ici par migrants, ce n'est pas la même chose en Finlande et autres. En tout cas, ils sont liés par les mêmes problématiques. Nous, c'est un peu ça, eux, c'est un peu l'Europe orientale, Serbie et tout le reste qui arrivent. Donc, voilà un peu, de façon assez ramassée pour permettre le débat. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ce qu'on fait de façon principale au jardin. Mais 3 choses.
trois choses de façon pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Un, ce que je viens de dire, la question des matières premières. Parce qu'on sait que dans ces territoires, il y a des femmes qui travaillent sur ces choses-là. Mais souvent la filière où peut-être nous on n'a pas trop de trucs, comment effectivement créer un lien entre cosmétique, entre cuisine au pluriel et les femmes qui travaillent dans ces choses-là au niveau du Mali. Un. Deux, de plus en plus on est dans le projet européen. Comment effectivement les dispositifs qui existent, le FAPA et autres, comment on peut réfléchir sur un projet entre ce projet européen en intégrant effectivement les problématiques de l'entrepreneuriat, de l'emploi, de la formation professionnelle au Mali. En fait, dans les projets européens, chaque pays donne ses spécificités. Nous voulons travailler sur ça, on le montre ça, et à partir du moment où le projet est monté, le projet est financé, chacun travaille effectivement sur ses spécificités, et on partage beaucoup d'expériences et de pratiques sur le rendu de l'affaire. Et la troisième chose, hier on était à la Cité de métiers et de l'industrie. La Cité de métiers, c'est le creuset en réalité de la science, et tout ce qui est métier en France. Ben, comment aussi, parce que nous on travaille déjà, le GIADER travaille effectivement avec la Cité de métiers sur tout ce que je viens de dire. Comment réfléchir sur un partenariat avec comme pièce maîtresse le CNJ dans ce genre d'action. Je vais finir et ça c'est assez important. Et je pense que la CFOM peut jouer un rôle là-dessus. La coordination des élus français d'origine malienne, qui sont dans beaucoup de collectivités locales ici en France, qui ont des missions locales, qui ont des centres de formation professionnelle. Comment on peut réfléchir sur un dispositif qui peut permettre effectivement aux FAPA, aux salariés du FAPA de venir ici ou nos salariés de partir au Mali pour partager les expériences, pour partager des pratiques, pour faire des séjours d'études et autres d'immersion dans le service public de ces genres de choses en termes de partage d'expériences et de pratiques, ça ne peut être qu'une plus-value. Voilà en ramasser ce que je pouvez vous dire sur mon intervention autour de ce que fait le GIADER en termes de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire c'est un projet de centre de production et de formation autour des métiers de l'impression textile numérique. Pourquoi ce projet? Le Mali est premier producteur mondial sur le continent africain depuis 2018. Pour éviter que ce coton parte aux Philippines et dans les autres pays asiatiques, empreinte CO2, etc. Il y a un centre de production on prévoit un push de production entre celles qui n'ont pas un niveau suffisant pour avoir accès à l'informatique, mais les jeunes femmes pourront aussi travailler comme assistantes pour des PME, etc. Donc ce projet, pourquoi le cercle de Caille? Parce que d'une part, le cercle de Caille est le pays qui a le plus fort taux d'émigration. La ville de Caille nous soutient pour ce projet parce qu'il est vertueux. Il nous soutient parce que dans son TD5, il veut lutter contre la pollution du fleuve Sénégal par la teinture des teinturières traditionnelles. Il tient aussi à développer l'artisanat. Donc là, avec ce projet, nous allons booster la créativité des jeunes qui en ont beaucoup autour des métiers. Nous avions présenté ce projet au ministre Ben Katra qui nous avait dit bon, ce projet est excellent, je vous donne mon agrément, mais sans la construction, évidemment, nous ne pouvons pas bénéficier de son agrément. Nous bénéficierons aussi. Alors je pars au Mali le 9 juin avec le président de l'association d'Utumitu qui est parti. Voilà, nous souhaitons vous rencontrer pour vous parler plus en détail de ce projet. 9 juin 2020 9 janvier 9 janvier jusqu'au 25. Donc nous allons aussi monter sur place parce que nous allons faire coup double avec ce projet dans la mesure où nous allons aussi développer les filières de BTP. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé un bureau d'études qui enseigne la technique de la voûte nubienne. Or, ça va permettre aux jeunes gars aussi d'avoir des métiers. Nous allons le faire avec l'atelier école de Caille qui lui a 11 filières de BTP. Et donc nous allons former des gens sur place justement à cette construction et ensuite les jeunes pourront être formés directement. Il y a un atelier qui est prévu aussi pour ce centre.
Alors je voulais dire aussi que ce centre inclut un centre d'alphabétisation fonctionnelle pour 260 jeunes qui sont sortis trop tôt d'école ou qui sont analphabètes, parce que sans éducation, on ne peut pas se former véritablement. Et ce projet est tellement porteur que l'ADR de CAI, l'Agence de développement régional, nous a fourni un plan une étude de marché uniquement sur la base des costumes scolaires. Et rien que sur ce volet-là, c'est plus que... Voilà. Merci beaucoup. Donc je peux laisser la parole peut-être à Philippe Hérouin qui va vous dire deux mots sur Merci beaucoup. Voilà, on va revenir sur monsieur plus tard. Voilà, parce qu'il est 17h30, donc les gens sont dans la salle depuis 14h. Voilà, le débat est très intéressant, cette thématique est très très intéressante. Nous allons continuer le débat et nous allons revenir au monsieur tout à l'heure. Mais avant de revenir, nous allons donner la parole à Djeneba Keita. Djeneba Keita, elle est maire adjointe en charge du développement économique, de l'emploi et de la formation professionnelle ici à Montreuil. Donc on reviendra sur Merci. Je remercie à mon tour le CNJ, je remercie Lamine Camara de nous avoir mis en contact pour trouver la salle en urgence. C'est une thématique en fait pour nous, Montreuil, qu'on traite tous les jours, donc avec ma collègue à Devoir. À mon niveau, alors au niveau de Montreuil, ce que nous on a mis en place, parce qu'effectivement, comme vous avez dit, monsieur le ministre, on a un taux de chômage des jeunes qui est très important en France. Et Montreuil, dans certains quartiers, ça va jusqu'à 60%. Donc pour nous, on a d'abord commencé à travailler sur le chômage des jeunes. Et dans ces jeunes-là, effectivement, il y a des jeunes issus de l'immigration, des jeunes de la deuxième et de la troisième génération. Et vu les liens entre Montreuil et le Mali, effectivement, on a beaucoup de jeunes qui arrivent. Et nous, on a travaillé surtout sur la proximité. On a mis quelque chose dans les quartiers, dans nos centres de quartier qui s'appelle les permanences de l'emploi, où tout le monde peut venir se renseigner sur ce qui se passe et où est-ce qu'on peut, parce que généralement c'est les informations qui manquent. Effectivement, comme ça a été dit, on a la mission locale, moi je suis la présidente de la mission locale aussi de la ville, qui regroupe d'ailleurs 4 villes, plus l'État et la région. Et dans ce cadre-là, on aide les jeunes aussi dans la globalité, parce que l'emploi, c'est pas seulement trouver un travail, c'est aussi comment se soigner, comment trouver un logement, et si certains veulent reprendre des études, comment faire pour qu'ils puissent le faire. Donc on les aide dans ce cadre-là aussi. On fait aussi des forums de l'emploi dans la ville, où on réunit toutes les entreprises, et nous on a fait une spécificité qui est quand les entreprises viennent, il faut qu'elles soient en période de recrutement. Donc c'est pas juste venir présenter des emplois dans les entreprises, c'est vraiment recruter des jeunes. On fait aussi quelque chose pour les jeunes diplômés, qui est le stage dating, qui est organisé d'ailleurs parce que c'est des universitaires qui sont venus me voir pour dire, dans la ville, effectivement, ça a été prouvé, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui ne trouvaient pas d'emploi. Donc c'est ces jeunes-là qui organisent avec moi des services de stage dating pour trouver des stages, pour trouver un emploi ou autre chose. On a aussi mis quelque chose qui tenait beaucoup à cœur dans la ville, c'est le stage des enfants à partir du collège. Parce que souvent, les enfants, quand les parents ne sont pas connus ou ne connaissent pas, n'ont pas de réseau, souvent ils trouvent des stages, je sais pas, dans les kebabs, c'est pas parce que c'est pas bien, mais pour connaître tous les métiers, c'était pas très bien. Donc déjà, dans la ville, on a pris beaucoup d'enfants, déjà à la ville de Montreuil, et après, comme moi j'ai en charge les entreprises, on a aussi une convention avec les entreprises pour pouvoir prendre tous les enfants et que les enfants puissent avoir la globalité des métiers et puissent choisir, pas seulement ce que fait papa et maman, ce que j'ai envie parce que je connais tous les métiers. Et par rapport au Mali, Anima interviendra, on a aussi une convention avec le SIAD et le COFIDES pour les projets portés par les migrants ou par les jeunes qui veulent rentrer. Alors moi spécifiquement, donc je suis heureux parce que j'en ai 3 autour, Mancini, Mams et le président du CNJ.
Moi, j'ai aussi beaucoup de liens avec les jeunes de la deuxième génération qui veulent entreprendre au Mali. C'est-à-dire qu'ici, on se voit pour regarder chacun dans nos villes, donc il y a la mine aussi, chacun dans nos villes, ce qu'on peut faire, ceux qui veulent investir ici, créer leur entreprise ici. Si c'est une question de local, si c'est une question d'investissement, quelle structure il faut aller voir. Ceux qui veulent se rendre au Mali, alors moi c'est valable pour des jeunes migrants et non migrants franco-maliens, j'en fais partie, mais aussi les entreprises qui veulent travailler avec des jeunes maliens là-bas qui veulent aller. Donc on les reçoit ici, on donne des informations sur ce qui se passe au Mali, ce qui est possible ici déjà en termes de financement. Et après, des fois, moi, il m'arrive de les accompagner au Mali pour qu'ils soient reçus, pour que tout se passe bien et qu'ils voient que ce n'est pas la descente de l'avion où il y a déjà les terroristes. Parce qu'il y a ça aussi, c'est l'image qui est donnée du pays, on a l'impression que tout va mal et qu'il y a le feu. Notre rôle, c'est de faire un plaidoyer aussi pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a ces jeunes très dynamiques qui sont là-bas, et d'ailleurs très nombreux aujourd'hui, qui retournent, qui travaillent avec les jeunes sur place, qui créent de l'emploi, beaucoup qui créent de l'emploi. Donc notre rôle, c'est de les encourager dans ce sens-là. Merci. Voilà. Justement, pour expliciter ce qu'est effectivement ce qui sort de ce centre de formation, tout au moins de l'équipement qu'on souhaite y mettre en place. Donc l'impression textile numérique. Il faut savoir que l'impression textile, c'est quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Numérique correspond à une nouvelle façon d'utiliser, de produire d'abord et d'utiliser le tissu. On est capable de produire des tissus de tradition africaine, de wax par exemple, de façon personnalisée, très rapide, de façon très réactive. On a identifié beaucoup de marchés, donc Lorette parlait des uniformes de scolaires, mais il y a également tout ce qui concerne l'événementiel. En particulier en Afrique, on sait que beaucoup de communication passe par le bagne événementiel, le parc textile, avec des effigies de candidats par exemple. Donc ça, on sait le faire de façon pratiquement immédiate, de façon aussi vertueuse dans la mesure où l'impression textile numérique supprime tous les problèmes qu'on a de pollution. Il faut savoir que l'impression textile au plan mondial, c'est la deuxième industrie la plus polluante. Et avec l'impression textile numérique, on divise à peu près par 10 l'empreinte CO2 de fabrication des tissus. On élimine l'exposition des travailleurs également aux conditions de travail toxiques pour la peau. Voilà, donc c'est un projet qui est à la fois vertueux environnementalement, et également qui permet de relocaliser toute une industrie qui était partie en Asie en particulier. La position de pays comme le Mali, parmi les premiers producteurs mondiaux de coton, fait qu'avec ces équipements-là, on est capable de produire à nouveau sur place et de consommer sur place à la demande, donc les richesses du pays. Voilà, merci beaucoup. Même tout de suite dans mon téléphone, je peux te balancer dans ton WhatsApp plus de 50 000 tonnes qu'un jeune Malien qui vit au Portugal, qui est venu, qui a créé un gros groupement, et aujourd'hui il est en train de l'expédier. Il n'y a aucun problème. Donc moi je crois que l'amas de qualité est vraiment disponible au Mali et à flot. Je donne un exemple. Le sésame est très très recherché. Et ce sésame, on l'a seulement au Mali, singulièrement en Mali Sud, mais ça sort sur le label de d'autres pays. Mais pourtant, actuellement, vous avez la chance parce que ceux qui font le sésame, l'amande de qualité, le pois sucré, ils sont regroupés en coopérative. Donc c'est facile. Nous, on peut vous faciliter les contacts, vous qui êtes là et ceux qui sont là-bas. Et c'est des partenariats gagnant-gagnant. Et vous-même pouvez les aider à mieux travailler, à mieux vendre leurs produits, à vivre de ça. Et je donne un exemple. Le ministère de l'Emploi, cette année, j'ai suivi à la télévision nationale, ils ont fait un village, une formation. Un champ, une formation dans la zone office du Niger. Mais c'est les jeunes auxquels ils ont donné des champs, ils les ont formés à travailler là-bas, à récolter leur riz, à vendre au ciel du front. J'ai vu monsieur le ministre là-bas avec Al-Bachar, le ministre a même remis des diplômes à ces jeunes diplômés, mais qui ont accepté de se convertir, parce que comme le ministre l'a dit, j'ai fini l'INSUP, je fais lettres ou autre chose. Si je ne peux pas travailler et qu'aujourd'hui je peux être
utile pour mon pays et pour moi-même, en cultivant dans la zone office du Niger, avoir du riz, à le vendre à Bamako, à l'expédier ailleurs, c'est une richesse. Donc c'est pour vous dire, le coton, n'en parlons pas. Nous sommes le premier pays au sud du Sahara en coton. Donc les matières premières sont disponibles, les contacts, nous les connaissons, c'est des gens bien organisés maintenant, coopératifs, mais seulement ils ont le produit. Mais il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas celui qui quitte l'Europe ou celui qui vient vers eux. Donc celui qui vient du Burkina, s'il doit le vendre à 500 francs, celui-là vient le payer à 250 francs. Il ne peut pas garder ça sous la main et le faire, il est obligé de le donner. Donc les matières premières sont disponibles. Je vous remercie pour votre truc, mais il faut vous dire aussi, je rejoins, monsieur le ministre, les jeunes vivant ici. Profitez-en de notre richesse. Le Mali n'est pas un pays pauvre. On est riche et vous avez des bons niveaux, vous êtes dans des grands centres de formation, venez-en et le pays va gagner et l'Europe va gagner, tout le monde va gagner. Merci aux jeunes représentants d'Alliance de France. Merci à monsieur le ministre de participer à cet échange. Monsieur son Excellence et le GRDR, Nadine Camara. Merci d'avoir permis cela ici à la mairie de Montreuil. Merci à ma collègue Djeneba Keta, avec qui je collabore étroitement sur ces sujets. Alors moi j'interviens plus spécifiquement sur le public migrant, dans le cadre des politiques publiques que je mets en œuvre ici à la ville de Montreuil. Le public migrant, et notamment la migration malienne, elle est de plus en plus jeune. On a de plus en plus de jeunes qui arrivent ici en France, avec l'envie de se projeter ici, mais aussi de pouvoir répondre aux besoins de la famille au Mali. L'accompagnement, quand ils poussent les portes, enfin nous on va les chercher, mais eux aussi poussent les portes ici à la ville de Montreuil pour connaître leurs droits et demander sur quel axe on peut les accompagner. Alors on les accompagne sur l'accès aux droits d'abord. On leur ouvre les portes pour l'apprentissage du français. On donne des cours de français à plus de 800 voire 900 personnes par an, sans condition de statut administratif. Et nous avons beaucoup de jeunes maliens qui prennent des cours de français ici à la ville de Montreuil. On accompagne aussi des jeunes installés, vivants dans le foyer de travailleurs migrants qui ont des projets professionnels, parce que nous, on part aussi du fait qu'un certain nombre d'entre eux sont venus avec des savoirs. On a des jeunes forgerons qui ont appris à forger. Et aujourd'hui, à Montreuil, on a une fédération des forgerons de Montreuil qui regroupe... Avec ma collègue Djeneba Keta, on les a accompagnés pour qu'ils puissent se réaliser et se constituer en fédération. Donc c'est quelque chose qu'on a fait nous et qu'on a souhaité à la ville de Montreuil. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner des tailleurs qui travaillent dans les foyers de travailleurs migrants, mais les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils puissent exercer leur activité. Et donc leur association est créée et ils vont visiter leur prochain local en janvier 2020 et ils vont pouvoir s'installer dès l'année 2020 ici à Montreuil. Donc c'est un pas supplémentaire en avant. Et puis on vient de conclure un partenariat, je vais faire très vite, sur la question des réfugiés. On a créé un incubateur à Montreuil. On forme des jeunes publics réfugiés sur une période de 9 mois sur un projet bien défini, sur un projet professionnel. On les accompagne sur les volets administratifs mais aussi financiers. Et donc c'est quelque chose de nouveau. Il y a seulement 3 villes en France qui sont lauréats: Montreuil, Saint-Denis et Strasbourg. Et donc moi c'est une fierté pour Montreuil de pouvoir accompagner le public migrant pour qu'il puisse se réaliser ici, mais qu'il puisse aussi participer à la vie de la famille au pays. Dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Mali, elle est ancienne, on est très fiers d'avoir ce lien d'amitié. Il y a un axe important, c'est le développement économique, dont Djeneba aussi intervient. On a formé il y a plus d'un an une quarantaine de jeunes filles qui avaient arrêté l'école assez tôt,
On les a formées pour qu'elles puissent se réaliser aussi dans leur village. On accompagne des familles sur du maraîchage et notamment les femmes. On met des moyens pour que les femmes puissent aussi subvenir aux besoins de la famille. C'est un enjeu majeur, en tous les cas dans le cercle de Yélimané. Et sur plein d'autres aussi, plein d'autres projets. Il y a un frein, il y a un seul frein, c'est l'accès à la banque, aux banques. En tous les cas, pour le cercle de Yélimané, on y travaille avec vous, on y travaille avec vos homologues. On espère que les prochaines délégations, quand nous amènerons le 15 décembre au Mali, que ça sera quelque chose de discuté et qui fera ouvrir les portes davantage au projet, au pays, dans le cadre de la coopération. On a des partenaires, on a le SIAD, évidemment, qui est une ONG qui accompagne les publics migrants, et on accompagne aussi un certain nombre d'entre vous dans le cadre du volet de la solidarité internationale, mais sous l'angle de la coopération décentralisée. Vous êtes très nombreux à avoir votre association. Vous êtes engagés, vous avez une association qui contribue au bien du pays et notamment sur la lutte contre la désertification. Et c'est aussi un axe important et on attend le soutien plus conséquent du ministère de l'Agriculture. On accueille tous les ans le forum sur l'agriculture avec Villagreen, qui est notre partenaire. Et donc, voilà, c'est assez... moi, c'est un public très défini, c'est-à-dire le public migrant, les accompagner pour qu'ils puissent ici se réaliser, mais aussi apporter du soutien à la famille, au pays. Avant que le grand frère d'Agama Issa ne parle, j'allais dire il n'y a pas de carité au Mali. Et les gens allaient me prendre pour un fou parce que à chaque fois que je vais dans les grandes entreprises françaises, on me vante la qualité du Burkina, du Ghana et des autres pays, on ne me vante jamais le carité du Mali. Je me dis, du coup je me pose la question, je me dis il n'y a pas de carité au Mali. Mais bon, c'était une petite boutade, on va dire. Non, après, ce que j'ai à dire en termes de formation, nous, on fait de la formation professionnelle dans les métiers de la culture, parce qu'il faut savoir que le premier pays qui exporte la culture en Afrique, c'est le Mali. Et dans le pays, il n'y a pas de formation autour de ça. Donc nous, on a fait un programme de formation autour de ça qu'on a commencé d'abord au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie, et on a fini au Mali. Malheureusement, ça s'est arrêté, mais je vous expliquerai après en aparté pourquoi, monsieur le ministre. Et pour finir, parce que c'est super court, mais j'avais plein de choses à dire, c'est de m'adresser à mes parents, à mes oncles qui me connaissent ici, c'est d'investir sur l'humain. Parce que nos associations, et un des problèmes qu'on a, on construit des mosquées toutes les 10 mètres au Mali. On n'a pas besoin de mosquées tous les 10 mètres. On a besoin d'investir sur l'humain. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin que nos jeunes soient formés pour qu'ils restent au pays. Et je le dis d'autant plus à l'aise. C'est pas que je suis contre l'islam, comme pourraient penser certains, parce que je suis secrétaire général de l'association des musulmans du 18e et que je me bats pour la construction de la mosquée là-bas. Mais au lieu d'investir là-dedans, dans nos villages, tous les 10 mètres, investissons sur l'humain, faisons de la formation et on ira de l'avant. Merci. Bonjour tout le monde, moi je suis Mantine Travé, je suis en France depuis 2014 parce que j'ai eu une opportunité de travail. Sinon, je suis un peu pro-malien, je suis née au Mali, j'ai grandi au Mali, j'ai fait mes études au Mali. J'ai même bénéficié d'un financement du FAFPA pour aller faire une formation à Accra en anglais. Donc ma question s'adresse au FAFPA. Je voudrais avoir l'attention de monsieur le directeur du Sa question s'adresse à vous. Ma question s'adresse au FAFPA. Et quand j'ai bénéficié d'un financement du FAFPA pour aller faire une formation à Accra, la condition, il y avait une conditionnalité au fait, c'est de payer la taxe de formation. Est-ce que ça c'est encore aussi valable pour toutes les structures ou c'est seulement pour les entreprises qui sont déjà fonctionnelles? Comme vous avez dit que les associations, les collectifs peuvent aussi continuer. Moi j'ai un problème d'abord. C'est le FAFPA qui vous a envoyé vous former et vous venez travailler en France, vous n'êtes pas au Mali? Moi j'ai travaillé au Mali pendant plus de 10 ans. Parce que j'ai commencé à travailler tôt. Au fait, à un moment donné, c'est pour ça que migrer, c'est pas forcément parce qu'il y a des problèmes au Mali. À un moment donné, il faut savoir partir, apprendre autre chose et pouvoir l'amener chez toi et l'adapter dans le contexte. Voilà.
pas en lien avec la taxe de formation, c'est uniquement en direction des entreprises formelles. C'est les entreprises formelles, les entreprises du secteur moderne, ce qu'on appelle le secteur moderne. C'est ces entreprises-là, pour vraiment l'éligibilité de leurs requêtes de financement, il leur faut obligatoirement être à jour de paiement de la taxe de formation professionnelle. Mais le FAFPA est là pour les secteurs non formels également, je l'ai dit, les associations professionnelles, les groupements professionnels, les ONG, les coopératives. Pour ces cas-là, on n'a pas besoin de paiement de la taxe de formation professionnelle parce qu'ils ont d'autres types de taxes qui payent, comme les patentes et autres. OK? Voilà. Maintenant, par rapport à l'adéquation formation-emploi, moi je parle sous le contrôle de monsieur le ministre encore. Ça ne relève pas fondamentalement des missions du fonds. Ça, c'est vraiment une question assez régalienne du ministère de l'Éducation nationale même. Ça va même au-delà ce n'est même pas une mission du ministère de la formation professionnelle parce que j'ai l'impression que les gens font souvent l'amalgame entre formation professionnelle et formation académique. Il faut faire ce distinguo. Nous, on a comme mission d'intervenir sur le champ formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Les formations en lien avec les métiers. Voilà. Les questions de qualification professionnelle, les questions d'employabilité des jeunes, les questions de perfectionnement des actifs déjà en position de travail. Voilà, c'est un peu ça notre champ d'intervention. Merci beaucoup. Le projet nourrit, monté et on est un peu dissuadé. Voilà, c'était un peu ça, il disait qu'il fallait payer pour avoir un entretien, il fallait payer pour que les choses soient plus rapides. À ce niveau-là, je ne peux pas faire l'avocat du diable, mais moi, en tout cas au niveau du CND, j'aimerais bien qu'on joue ces rôles de passerelle. Je fais la navette entre Bamako et ici, et Dieu seul sait, de 2015 à maintenant, ce que je dois endurer. Mais mon retour d'expérience doit servir à d'autres jeunes qui veulent retourner. Il y a des passe-passe que j'ai dû emprunter, eux vont pouvoir l'éviter. Donc les CNJ doivent aussi être à cette plateforme-là, comme on le disait avec Al-Bachar. Je suis allé le voir, c'est pas pour le flatter, on ne se connaît pas tant que ça. Pour 10 minutes, on a passé 2 heures à échanger. Donc nous, les CNJ désormais, on va essayer de voir au niveau de la diaspora, les jeunes qui sont porteurs de projets, pour les filtrer, en tout cas, selon leur crédibilité, selon leur niveau d'adaptation au pays, et les accompagner derrière. Maintenant, à ce niveau, nous, on va s'impliquer avec les FAPA ou d'autres structures, à ce que ces pratiques cessent une bonne fois pour toutes. Voilà. Voilà. Le ministre, je veux juste ajouter quelque chose. Il ne faut pas qu'à la première difficulté, on s'arrête. Dans tout le pays, nous savons qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien. Ce n'est pas que je cautionne quelque chose, non, loin de moi, l'idée. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête à la première difficulté, il faut qu'on tienne le coup. Il faut qu'on vienne, qu'on tape à la porte encore. On va tomber une fois, on va tomber 2 fois, mais on va se relever. Moi, je vous garantis que à chaque fois que vous passerez par mon département, en tout cas par moi, Geneva n'est pas là, mais elle pourra vous le témoigner. Je suis d'un amour trop facile. Et si je peux ouvrir quelques portes, que ce soit pour vous, je le ferai volontiers. Ok? Je vais passer par Geneva pour avoir mes coordonnées. Je sois la personne le lendemain sur la vie. Voilà. Dès le lendemain. Et si je dois l'orienter sur tel ou tel département ou telle ou telle direction, je le ferai volontiers. Je sais les conditions dans lesquelles souvent on travaille ici. Et ici, c'est un pays presque en ordre. Alors, chez nous, on a un pays qui est un peu sur un pied. Donc c'est difficile souvent. Mais on fait en sorte qu'on puisse changer les choses. Moi, je crois, je suis un convaincu du Mali. Je suis vraiment un convaincu du Mali. Sinon, je ne vais pas laisser mon boulot pour être au gouvernement. Franchement, je sais ce que je laisse pour être au gouvernement. Donc, mais je suis convaincu qu'on peut changer les choses. Moi, mes enfants sont nés en France. Aucun d'eux ne veut rester en France. Aucun d'eux. Non, ça on ne veut pas. Aucun d'eux. Ils m'ont dit, nous rentrons dans notre pays. Nous rentrons au pays. Donc, ça veut dire qu'il y a une tendance qui va être là, où les gens vont aller chez nous. Donc, il faut que les gens vont chez nous aussi. Voilà. Donc, on ne va pas s'arrêter à la première difficulté. On va tenter d'ouvrir toutes les portes. On sait à Dafne fait là, ok? Merci. Je pense que le message est bien passé. Pour une raison.
Si vous maîtrisez un métier au sortir de l'école aujourd'hui, rien ne vous garantit que dans 5 ans, dans 10 ans, ce métier existera. Mon expérience personnelle, j'ai une formation qu'ils ont citée, tous les 5 ans, dans la multinationale, tous les 5 ans, je changeais complètement de métier. Ça n'avait rien à voir ni avec ma formation, ni avec ce que j'avais fait auparavant. L'école apprend à raisonner, à analyser, à rationaliser, donc à développer des compétences qui sont applicables dans différents domaines, une multitude de domaines. Croire qu'en sortant de l'école, on sort avec un métier, on y reste toute sa vie, c'est une erreur énorme. Et cela, on ne l'explique pas suffisamment. Par contre, ça c'est la formation de base, qui doit apprendre les fondamentaux. Avec ces fondamentaux, le rôle de la formation professionnelle, c'est de faire des ajustements quand il faut. Quand je faisais des transitions, au début, quand j'étais jeune, quand on devient vieux briscard, c'est beaucoup plus facile. On apprend par soi-même, on fait de l'auto-apprentissage. Mais quand j'étais jeune, ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui sortent, vous leur donniez la touche qu'il faut par rapport aux besoins à un moment donné. Et peut-être que 5 ans après, 10 ans après, il faudra leur donner une autre couche. Et au bout d'un certain temps, ils se la donneront eux-mêmes. Tant qu'on n'a pas compris ça, on se plante. Alors, le deuxième problème, qui est l'inadéquation, pourquoi tout le monde veut, au Mali, c'est pas compliqué, où on se fait virer de l'école très jeune, ou on veut être docteur. Il n'y a rien entre les deux, ça n'existe pas. Pourquoi tout le monde veut avoir des diplômes d'un certain niveau? Parce que l'erreur fondamentale de base, j'en discutais avec mon ami Moussa, l'erreur fondamentale, c'est que la plupart des gens cherchent à être fonctionnaires, ce qui est une belle connerie, mais enfin bon, excusez-moi. Tout cherche à être fonctionnaire. L'erreur de base, le biais qu'il y a dans les structures, dans la société malienne, c'est qu'on considère qu'un diplôme donne droit à un poste et une responsabilité. Ça n'a rien à voir ni avec la capacité à assumer la responsabilité, ni avec la compétence. Il faut dissocier le diplôme du poste. Je rencontre des gens qui veulent passer, qui sont à quelques mois de la retraite, qui veulent passer un diplôme parce qu'ils s'imaginent que... Enfin, ils ne s'imaginent pas. Quand ils auront le diplôme, ils seront classés, ils auront leur retraite, enfin bon, bref. Ça, c'est une énormité. Il ne doit pas y avoir de corrélation entre les diplômes. Il doit y avoir une corrélation entre la capacité à assumer une responsabilité qui ne dépend pas que de la connaissance, ça dépend aussi de la personnalité de l'individu. Il doit y avoir une adéquation entre cette capacité à manager, à gérer, à être responsable. Donc, en gros, il doit y avoir une corrélation entre le poste et la compétence au sens large du terme, et non pas le diplôme. Oublions. Nous, en tout cas, avec tous les services que nous avons à disposition pour assurer une formation à ceux qui viendront et assurer aussi une insertion, ceux qui vont avoir une formation au niveau du Mali. Donc sur ce, je clôt le forum sur le thème immigration forcée pour une meilleure insertion professionnelle ici et là-bas. Merci. Monsieur le ministre, on sent beaucoup d'émotions en vous. Comment vous avez vécu cet après-midi? Ça fait chaud au cœur de voir des jeunes Maliens de France penser au sort des Maliens qui viennent ici et qui ne parviennent pas à s'insérer ici. J'ai dit que mon cœur est fendu à chaque fois que je passe par certaines portes de Paris où je vois des Maliens qui font le mendiant, où je vois des Maliens devant certaines bouches de métro qui vendent la cigarette de contrebande. Et franchement, ça fait mal au cœur. Et là, on a vu tout le long de la conférence, le gouvernement est plus qu'interpellé parce que les raisons, elles sont connues. Pourquoi ces jeunes quittent le Mali pour venir en fait s'installer ailleurs qu'au Mali? Donc, c'est des raisons économiques. Qu'est-ce que vous, en tant que ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vous avez comme réponse à donner à ces jeunes? Les réponses que nous pouvons donner, c'est les réponses au retour des jeunes à Bamako. Il faut que les jeunes retournent pour qu'on puisse les prendre dans le cadre du FAFPA ou dans le cadre de l'APEJ. Comme c'est des jeunes, on peut les former et assurer leur insertion. Donc c'est ce dispositif qu'on a expliqué. Et on a différents outils encore qui ne sont pas que, qui sont le FIER. Ceux qui veulent s'insérer dans le domaine agricole peuvent effectivement être financés par le FIER. Et ceux qui peuvent faire autre chose, comme les petites et moyennes entreprises, peuvent être soutenus par le PROCEJ. En tout cas, le dispositif que nous avons sur place peut effectivement aider beaucoup de ces jeunes-là à sortir de ce qui est là ici,
franchement, ce n'est pas de gaieté de cœur que les Maliens, qu'on doit voir les Maliens faire la manche ici. Voilà, mais c'est une question d'ensemble. J'ai entendu une question directe qui vous a été posée. Et si vous devrez donner une réponse, peut-être c'est dans le cadre de façon générale, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour freiner justement ces migrations? Bon, il y a lieu de faire en sorte que les jeunes puissent être plus retenus à la base, c'est ce que nous faisons. Tous ces projets dont j'ai parlé travaillent à la base. Et nous pensons que les taux sont en train de se reverser un peu. Je pense sensiblement que le taux de personnes qui allaient à l'immigration s'est réduit. Donc nous continuons à travailler au niveau des villages avec le projet FIER. Et nous continuons à travailler aussi avec d'autres projets. On a beaucoup de projets au niveau de mon département qui travaillent au niveau des jeunes pour que les jeunes soient fixés au niveau des villages. Et on vous a entendu parler en tant que ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il y a ce problème de l'adéquation, sinon j'allais dire de l'inadéquation formation-emploi. Oui, j'ai expliqué que la difficulté que nous avons chez nous, c'est que plus de 80% de nos étudiants sont formés en lettres, en art et lettres. Ce n'est pas une bonne chose pour un pays. Il faut que cette tendance soit renversée pour que nous ayons beaucoup plus de scientifiques qui ont des débouchés beaucoup plus faciles que les arts et lettres. Et vous repartez à Bamako très satisfait, très comblé par ce genre d'initiative. Et arrivé à Bamako, ce genre d'initiative, il va falloir renouveler ça dans d'autres pays? Satisfait par la prise de conscience des jeunes de France. Parce que c'est les jeunes de France qui ont organisé ça. Donc leur remercier pour ce qu'ils ont voulu faire et leur dire que, en tout cas, mon département est à leur disposition à chaque fois que le besoin est. On vous remercie, monsieur le ministre. Madame Keïta, nous sommes à la mairie de Montreuil qui accueille cet événement, cette conférence débat organisée par le CNJ France avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Vous avez eu à faire une intervention et on sait qu'à la mairie de Montreuil, vous êtes en charge justement de ces questions d'emploi, de développement. Comment vous accueillez ce genre d'initiative? Alors, en fait, pour nous, ce genre d'initiative est bienvenue parce qu'aujourd'hui, on sait que le taux de chômage des jeunes, que ce soit au Mali ou en France, est très important. Et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de jeunes de la diaspora qui veulent rentrer au Mali. Il y a beaucoup aussi de jeunes de la diaspora qui veulent faire les échanges de bonnes pratiques entre ce qui se fait ici et ce qui se fait au Mali. Donc, c'est important d'avoir des débats comme ça. Et la présence des ministres en charge de ces questions-là montre l'importance de ce sujet. Voilà, donc on a vu beaucoup de jeunes qui sont intéressés par un éventuel retour au Mali. Mais bon, ils disent que, comme on appelle ça, il va falloir qu'on trouve des mécanismes pour leur retour au Mali, leur réinsertion. En tant qu'élu municipal ici, quel est le conseil que vous pourrez faire au gouvernement du Mali dans ce sens-là? Alors, moi, dans ce sens-là, c'est mon combat de toujours, c'est de dire qu'il faut un guichet unique. Parce qu'effectivement, ces jeunes, quand ils rentrent pour créer leur entreprise, partir en vacances au Mali et vivre au Mali n'est pas pareil. Donc, ces jeunes-là ne connaissent pas forcément très bien le Mali, les structures qu'il faut contacter pour créer leurs entreprises ou tout simplement chercher du travail. Donc, avoir un lieu unique où ces jeunes, et c'est moins jeunes d'ailleurs, qui veulent retourner quand ils arrivent, ils puissent trouver tout sur place, les renseignements, les informations. Je pense que ce serait bien. Il y a beaucoup de structures qui existent au Mali pour les jeunes qui rentrent, mais force est de constater que l'information n'est pas connue au niveau de la France et de la diaspora. Il faut un travail de sensibilisation parce qu'à ce que j'ai compris, vous initiez des kiosques. Vous avez parlé de kiosques dans votre exposé. Oui, en fait, nous, au niveau de la ville, ce qu'on fait, puisque la ville de Montreuil a plus de 35 ans de coopération avec le Mali, moi, j'ai en charge le développement économique, donc c'est plus facile, j'ai les entreprises sous la main. Ce que je fais, c'est de mettre les jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont français ou qui sont d'origine malienne ou franco-malien, c'est de leur mettre en contact avec ces entreprises-là qui sont en recherche d'employeurs. C'est aussi de faire des forums d'emploi où toutes les entreprises viennent, souvent c'est
plus de 50 entreprises qui sont là, qui viennent pour embaucher, que ce soit en stage, en alternance ou tout simplement en CDI ou en CDD. C'est aussi de trouver des formations parce que la formation professionnelle est importante. Et ce qu'il faut dire, c'est que souvent, nous, on a eu ce débat-là aussi en France, c'est de mettre en valeur la formation professionnelle parce que tout le monde ne peut pas travailler, nous, on le dit comme ça, à la mairie ou dans des bureaux. Et justement, en France, on voit en ce moment que c'est les métiers de main, comme on le dit, les boulangers, les pâtissiers, les gens du bâtiment, les plombiers, qui gagnent beaucoup d'argent et c'est des métiers qui sont très recherchés. Donc, valoriser la formation professionnelle, expliquer à tous les jeunes que même s'ils font des études ou pas d'études, tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux et que le Mali, on a tout à construire et d'adapter la réalité du pays à la formation. Une dernière question pour ma gouverne à moi-même. Ils sont combien de Maliens vivant ici à Montreuil? Alors, à Montreuil, il y a entre 10 000 et 20 000 Maliens qui vivent ici. Il y a aussi toutes les associations et les Maliens qui viennent, même qui ne vivent pas ici, parce qu'on a 10 foyers, donc les Maliens viennent rendre visite à leur famille. On a aussi pratiquement beaucoup d'initiatives du Mali qui se passent ici, parce qu'il y a une coopération de longue durée qui existe, et puis il y a une Française d'origine malienne qui est aussi élue dans la ville, donc ça facilite les choses. Mais on est entre 10 000 et 20 000 entre les Maliens et les Franco-Maliens sur la ville. Les jeunes veulent repartir au Mali, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, comme tout le monde, on a envie de repartir en fait. C'est important de venir, de sortir de chez soi, d'aller apprendre ailleurs, renforcer ses capacités, mais c'est important pour nous, en fait, tout ce qu'on apprend ailleurs, de venir chez nous, participer aussi au développement du pays en nous investissant personnellement et en accompagnant d'autres jeunes comme... Voilà. Voilà. Monsieur le Président CNJ France, vous avez eu cette initiative. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à développer ce genre d'initiative? Très sincèrement, vous voulez repartir au Mali? Oui, bien sûr. Moi, je fais cette démarche depuis 2015. Donc, comme je le dis, je fais la navette entre Paris et Bamako. Mais bon, la famille étant là et quelques activités professionnelles, donc je fais cette navette. Mais j'ai pas mal de jeunes qui sont rentrés, qui sont dans la restauration ou dans d'autres domaines. Donc, le déclic est venu de là. J'ai fait un constat qu'il y a pas mal de jeunes qui sont nés ici ou qui sont venus pour des études qui veulent retourner au pays. C'est ce qui nous a poussé à créer ces cadres de réflexion avec nos autorités compétentes qui sont les FAFPA, mais aussi les ministères de l'Emploi et de la formation professionnelle. On a des idées de projets, on a des projets déjà bien ficelés, mais les déclics n'arrivent pas à se faire au niveau du pays, soit parce qu'on a peur, on se dit bon, il y a peut-être des choses qui vont nous démotiver, ou on va voir d'où on retourne, ou soit tout simplement on n'a pas assez d'informations sur le secteur porteur, ou en tout cas des domaines qui peuvent générer de revenus pour nos sociétés. Et avec cette conférence, cette venue du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, une initiative d'ailleurs soutenue par le Premier ministre, la primature, si on vous demandait c'est quoi l'émotion que vous avez aujourd'hui? D'abord, c'est une fierté de voir que le Premier ministre, chef du gouvernement, peut nous envoyer une telle délégation. Il y a les ministres et directeurs du FAFPA, mais aussi un de ses conseillers. Donc on est enchanté, on est honoré qu'ils aient répondu favorablement à notre réponse et aussi que les ministres aient pris le temps de participer au débat et aussi d'ouvrir sa porte à tous les jeunes de la diaspora qui retournent au pays. Donc nous sommes très contents. On espère qu'à la suite de ces échanges, il y aurait des actions concrètes. Comme j'ai eu à le dire, on a été à la Cité des Sciences. Il y a un partenariat qui est en train d'être ficelé. Donc on espère que le Premier ministre fera suivre ces dossiers très rapidement pour qu'on puisse aboutir au projet dont on a parlé. On vous remercie. Et bonjour, je suis Fatouma Tabouné, chargée à la culture, éducation, jeunesse et sport du Haut Conseil des Maliens de France. Alors, vous êtes chargée de la question liée à l'éducation, à la culture, à la jeunesse et au sport au niveau du Haut Conseil des Maliens de France. Tout à fait. Vous venez d'assister au forum débat organisé par le Conseil national de la jeunesse malienne en partenariat avec d'autres partenaires comme GRDR. Quelle impression avez-vous par rapport à ce débat? L'impression que j'ai par rapport à ce débat, en tout cas la question est une question vraiment essentielle parce que elle est d'actualité. La question de migration est une question qui aujourd'hui est en constante recherche de solutions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu avoir un petit historique de l'origine de la migration et aujourd'hui à quel niveau encore elle se situe.
et aussi des propositions d'actions, de dispositifs existants pour pouvoir pallier à cette question de migration. Donc c'était vraiment intéressant dans le sens où plusieurs intervenants, plusieurs personnes ont pu faire part des actions et des dispositifs qu'ils ont mis en place, ou en tout cas qui sont existants, qui puissent permettre justement à chacun de pouvoir s'en saisir pour pouvoir en tout cas pallier à cette question surtout relative à la formation professionnelle et à l'insertion. Et souvent, ce qui pose problème, c'est surtout le dispositif d'accompagnement au niveau du pays, c'est-à-dire ce qui pose problème surtout à ceux qui sont en France ici, c'est le dispositif d'accompagnement au niveau du Mali. Aujourd'hui, nous avons entendu l'intervention du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais aussi du directeur du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Est-ce que vous sortez rassuré de ce forum-là? Oui, en quelque sorte, parce que c'est vrai que, alors comme l'avait mentionné le directeur de la FAFPA, donc c'est un dispositif qui est récent, donc qui date de 2017, et donc qui permet d'accompagner à la formation professionnelle et faire en sorte que les gens, pour prétendre à certaines fonctions ou pour réaliser certains métiers, soient formés. Et donc ils ont pu nous expliquer un petit peu quelles étaient les modalités en tout cas d'accès à ces formations, donc, et que c'est un dispositif qui est proposé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, donc, qui semble en tout cas être accessible à tous, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc nous en tout cas ça a été une découverte pour nous, et je pense que très rapidement on pourra s'en rapprocher pour qu'on puisse mutualiser en tout cas les différentes informations et pouvoir informer les migrants qui sont ici, qui souhaitent aller réaliser des projets au Mali, et pour ceux qui sont au Mali aussi, qu'on soit aussi en mesure de pouvoir relayer l'information aux Maliens qui sont sur place, surtout les zones de départ des migrants. Dernière question, quel message avez-vous à lancer à l'endroit du Conseil national de la jeunesse malienne, qui est l'initiateur de ce forum? Donc en tout cas, un grand merci pour le CNJ d'avoir pu initier ce débat. Donc il y a d'autres débats qui sont existants, mais en tout cas il a pu réunir des personnalités de qualité qui ont pu en tout cas rassurer en tout cas les personnes qui étaient présentes, faire part de dispositifs concrets qui sont en place pour pouvoir essayer de régler cette question de migration. Mais comme on a pu aussi le voir à travers les débats, le problème aussi est plus profond que ça, parce qu'on a dit qu'il y avait une part aussi qui revenait à l'inadéquation de la formation avec les débouchés ou les métiers en tout cas qui puissent servir en tout cas au Mali. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là, et on a pu conclure aussi sur justement pouvoir réunir les différents dispositifs, les différentes actions qui sont existantes pour permettre justement un accompagnement plus efficace des migrants qui souhaitent se former ou qui souhaitent en tout cas mener des projets au Mali. Bonjour, je suis M. Ibrahima Saounera, un membre de l'APS. Bon, mon impression c'est que par rapport au sujet, le sujet était très intéressant. Nous avons vu une diapo qui nous a fait un résumé un peu de ce que c'est que l'immigration, et l'expertise de M. Goundiam, du professeur Goundiam, est venue aussi compléter l'origine de l'immigration jusqu'à nos jours, avec les différentes étapes par rapport à ce que c'est l'immigration. Après, dans son contenu, nous avons vu tout ce qui est comme problématique. On a vu tout simplement que l'afflux des enfants de notre pays, du Mali, vers la France, si à l'origine c'était l'aventure, le rêve, à la fin c'est devenu une nécessité vitale. C'est devenu une nécessité vitale. Et par rapport à cette nécessité vitale, il fallait trouver des solutions. Tous les problèmes que les enfants d'immigrés ou les immigrés trouvent par rapport à leur réinsertion au Mali ont été évoqués. On a vu tout simplement qu'il y avait, par rapport à nous, il y avait un problème d'accès aux informations et de faciliter également notre implantation, l'implantation de nos investissements au Mali. Bon, ce que j'attends du CNJ, le CNJ par ses responsables, son président l'a évoqué, c'est de servir de relais
de plateformes d'information, d'éclaireurs de nos initiatives envers et au Mali. Voilà. Ils doivent servir de relais et recueillir les informations, nous faciliter aux ressortissants maliens en France l'implantation et la réalisation de leurs projets chez nous.